Voilà, bonjour à tous et toutes. Merci pour votre accueil. Merci à Natacha. Elle a reçu le slide à minuit et elle a tout géré. C'est une chef. Merci d'abord. Donc voilà, Charlotte a déjà dit énormément de choses. Donc je vais, moi, vous emmener dans d'autres voyages. On va peut-être un peu plus rester dans nos régions, mais un voyage dans le temps. Enfin, il y a d'autres types de voyages, mais en tout cas, on va essayer de faire un voyage dans le temps et questionner bien évidemment l'actualité avec on ne peut plus rien dire. Vous savez que la Belgique a perdu hier, je crois que je n'apprends rien à personne, mais que l'info du Qatar, c'est peut-être pas ça. C'est aussi évidemment l'histoire d'Embrassard plus qu'une balle de foot. Alors je vais peut-être vous dire des généralités, évidemment, comme historienne, puisque là, mon point de vue situé, il est aussi là, c'est aussi une discipline, c'est l'histoire. Vous dire que notre histoire nous construit, je crois que psy et histoire, on peut être d'accord là-dessus. Notre histoire nous construit, ou nous déconstruit d'ailleurs, mais en tout cas, cette histoire est importante. Et que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que nos histoires individuelles font aussi une histoire collective, ou en tout cas la construction d'un récit historique. Alors, évidemment, dès qu'on touche aux fameuses lettres LGBTQI, etc., on est souvent dans l'histoire de silence, de secret, de honte, et c'est aussi ça qu'il faut savoir débusquer, et que si on ne peut plus rien dire aujourd'hui, longtemps, et encore on reste en Belgique, longtemps on ne pouvait pas dire ou on ne pouvait pas se dire, avec évidemment le souci, des soucis en tout cas. Alors, on va retourner évidemment dans l'histoire et tout d'abord avec un contexte, vous verrez le lien, en tout cas les liens que j'essaye de faire, dans un contexte puisque Charlotte a déjà mis en avant le lien entre femmes et communautés, ou en tout cas et minorités sexuelles. Alors les femmes minorités, on sait que c'est une minorité vaste, mais il faut... Pour ma part, comme historienne, je suis avant tout 19e et 20e, mais revenir au 19e siècle qui a été peut-être le siècle de toutes les normes ou de toute la normativité, en tout cas tous ces faits-là, et on le verra. Mais ce long 19e siècle est un siècle extrêmement violent pour les femmes, et donc toutes les minorités, et on revient aux idées pourtant des Lumières qui nous fascinent sans doute encore aujourd'hui beaucoup, mais Jean-Jacques Rousseau, au-delà d'avoir écrit les Mille, et on peut parler de ce qu'il a fait avec ses enfants, c'est autre chose, Jean-Jacques Rousseau était un profond misogyne, et son idée phare, quasi en slogan, c'est l'homme crée, la femme procrée. Il paraît que c'était un mari délicieux, ça n'empêche, c'était un misogyne, et comme souvent avec la pensée de grands hommes, on prend toutes ces idées, y compris sa misogynie. Et donc tout est là, hein. L'homme crée, c'est lui qui va être dans la création, et comme le disaient les petits garçons, ils pensent le monde, hein, ils sautent sur les arbres, mais ils font bien d'autres choses. Et la femme, on lui laisse en terrain évidemment extrêmement intéressant et important, c'est la procréation. Et la puissance des assignations se fait déjà là, à la fin du XVIIIe siècle, dans le siècle de ce qu'on a appelé les Lumières, mais qui n'ont pas été si lumineuses pour les femmes et d'autres minorités. C'est évidemment l'exemple de l'Inde de Gouges, hein, je crois qu'on le connaît maintenant, cet exemple phare, cette femme qui a donc été guillotinée pour avoir écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et lors de son procès, puisqu'il y a eu procès avant sa décapitation en 1793, depuis quand est-il permis aux femmes d'abjurer leur sexe, de se faire homme? Depuis quand est-il d'usage de voir les femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir sur la place publique, dans la tribune aux harangues, à la barre du Sénat, remplir des devoirs que la nature a départis à l'homme seul? C'est pour ça qu'elle est guillotinée, puisqu'elle voulait prendre la place des hommes. Le XIXe siècle, après cette fameuse Révolution française, qui n'a pas été profondément progressiste pour les femmes, le XIXe siècle va légaliser cette hiérarchie des sexes, d'un côté avec un code civil, hein, la fameuse éternelle minorité des femmes, hein, et on écrit dans le code civil, hein, donc c'est un
texte légal, on doit apprendre à la femme qu'en sortant de la tutelle de son père, elle passe sous la tutelle de son mari. Les choses sont dites, sont claires. Alors c'est très facile parce qu'on reste souvent sur le code civil. Il faut aussi parler du discours scientifique qui se met en route au XIXe siècle. Et vous savez que le XIXe siècle est un siècle scientiste par excellence, un siècle qui n'aime pas le vide non plus et qui remplit tout. Et ce discours scientifique va prendre de plus en plus de force. Et Gustave Le Bon, un des grands médecins du XIXe siècle, Gustave Le Bon écrira « Tous les physiologistes qui ont étudié l'intelligence des femmes reconnaissent aujourd'hui qu'elles représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont beaucoup plus près des enfants et des sauvages que de l'homme adulte civilisé. » Là aussi, les choses sont dites. C'est un article scientifique. C'est la Sorbonne, c'est Paris, c'est le centre du monde. C'est ce qui est la pensée scientifique de l'époque. Alors, c'est l'époque où on va comparer les crânes, où on va comparer les tailles de cerveau, et vous avez compris que vous avez une pyramide. Tout au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le WASP, hein, l'homme blanc, d'une certaine manière. Tout en dessous, vous l'aurez compris, vous avez la femme noire, et puis vous avez les échelons de cette pyramide. C'est l'époque du racisme scientifique, c'est aussi l'époque du sexisme scientifique, ce qu'on sait sans doute moins. Ce médecin qui devient fort, puissant dans la société du XIXe siècle, va peu à peu remplacer le prêtre comme expert du désir sexuel. Avant, c'était le prêtre qui vous disait ce que vous pouviez faire ou pas, et vous savez que vous avez peu de choses à faire, hein, voilà. À part avoir une relation hétérosexuelle dans le cadre du mariage et dans le cadre de la procréation, vous ne pouviez rien faire, sauf rentrer dans les ordres. Donc voilà, masturbation, cunnilingus, fellation, tout ça vous oubliez évidemment, puisque... et donc, après le prêtre, c'est le médecin et bientôt les psys qui vont remplacer le prêtre, et ils vont se baser sur des matrices intellectuelles déjà bien anciennes, hein, notamment la théorie de la dégénérescence, qui va générer des stéréotypes. J'imagine que vous avez lu Les Rougon-Macquart de Zola ou autre, cette théorie de la dégénérescence qu'on va retrouver dans toute la société à l'époque. Des phénomènes anciens vont être médicalisés, vont être suspectés, hein, c'est l'époque de Tissot et de l'onanisme et de la masturbation. Alors il nous en reste des choses qui peuvent nous faire sourire aujourd'hui, puisque ça rend sourd, vous le savez tous et toutes, j'imagine, je l'espère. Mais évidemment, à l'époque, on ne disait pas que ça. Hein. Tissot nous expliquait que on allait mourir parce qu'on se vidait de quelque chose à chaque fois, et que donc on allait mourir dans des formes tout à fait monstrueuses, et donc on peut comprendre que les parents paniquaient si le petit garçon, parce qu'on parle essentiellement de masturbation masculine, évidemment, la masturbation féminine n'existe quasi pas, ou c'est beaucoup moins important, que les parents paniquaient, et donc on a inventé à l'époque des machines avec électriques, si jamais enfin vous imaginez, bref. Donc, phénomène ancien, sont médicalisés, masturbation, et évidemment la fameuse hystérie que l'on va aussi soigner par le sexe. Le sexe est évidemment partout. Alors, ce discours médical est important pour la construction même de la sexualité. Le mot sexualité est un mot du 19e. On ne parlait pas de sexualité avant le 19e siècle. Et l'intérêt médical pour la sexualité était donc cantonné au champ de la médecine légale, qui se concentrait sur des actes criminels, viol, sodomie, attentat à la pudeur, et donc les médecins légalistes étaient appelés à la barre. Et c'est donc à partir de ces préoccupations-là, de cette médecine-là, que la psychiatrie va commencer à prendre en considération de plus larges aspects des conduites sexuelles que l'on appelle désordonnées. Et donc plusieurs psychiatres vont s'employer à classifier. Alors c'est quelque chose du 19e siècle. Le 19e siècle, je vous l'ai dit, n'aime pas le vide et il adore ranger. Donc on va classifier dans plein de tiroirs d'une certaine manière. Si vous voyez des cartes d'ailleurs de l'Afrique au 19e siècle, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, bien que... Comme ça, on voyage aussi un peu. Je fais comme Charlotte. Mais si vous voyez une carte d'Afrique du 19e siècle, cette carte est vide parce qu'on ne connaît quasi rien à la moitié du 19e de ce qui est en Afrique. Et pourtant, on va colorier des girafes, des lions, on va mettre des palmiers un peu partout. Parce que l'homme du 19e siècle, le scientifique du 19e, c'est pour ça que je dis homme, ne supporte pas
le vide, et on remplit le vide. C'est ça le 19e. Le 19e, c'est donc aussi un siècle qui pense en classant. Et donc on va classifier. Et on va expliquer le large éventail de comportements sexuels déviants, et on va collecter et publier des histoires de cas. Freud va arriver évidemment à la suite de tout cela, mais on va donc collecter, publier des histoires de cas, des récits autobiographiques des patients. On va aussi inventer les premières perversions. La première perversion, c'est évidemment l'homosexualité, 1869, qui arrive avant l'hétérosexualité, qui est aussi considérée comme une perversion, il ne faut pas l'oublier, puisque les hétérosexuels sont ceux qui ont des relations sexuelles purement par plaisir, voilà, et qui s'envoient un peu en l'air partout, si vous me passez l'expression, dans les jardins ou les parcs ou les douches, enfin non pas les douches à l'époque, mais ou ailleurs. Invention donc des premières perversités, homosexualité et hétérosexualité sont évidemment les plus connues. Il y en a d'autres, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le fétichisme, pédophilie, bestialité, sadisme, masochisme. Tous ces mots n'existaient pas avant, notamment certains penseurs dont Krafft Ebing. Alors, je prends cet exemple-ci parce qu'il est relativement connu, ou moins connu, Alfred Binet, vous le connaissez sans doute puisqu'il a pensé le QI et comment on calculait le QI. C'est aussi lui, alors vous voyez, il y a peut-être un lien, je ne sais pas, mais c'est aussi lui qui a inventé le fétichisme. Voilà, chaque perversité de l'époque a son inventeur d'une certaine manière. Donc on va décrire les symptômes et tout acte pervers devient un phénomène à comprendre, à décrire, à expliquer. Donc on est passé d'une société où l'expert était le prêtre, où c'était moral ou amoral, en gros, et c'était assez facile, et on va passer dans une société du normal et de l'anormal, et surtout de la maladie et de la guérison. À chaque fois ce duo fort, et donc on assiste à un transfert du péché et du crime à celui de la santé et de la maladie. L'anormal est pathologique, qui dit pathologie dit maladie, qui dit maladie dit aussi qu'on peut peut-être guérir. C'est tout ça qui est en train de se mettre sur place, notamment sous l'influence de cette Bible de l'époque, de Krafft Ebing, que Freud a beaucoup lu, qui est en fait une forme de dictionnaire, Psychopathia Sexualis, qui va reprendre justement à la fin du 19e siècle toutes les perversités de l'époque. Psychopathia Sexualis, on en a fait énormément d'ouvrages, de pièces de théâtre et de bien d'autres choses. C'est une référence incontournable si vous voulez tout savoir des perversités. Alors, ce temps des pervers, c'est aussi la performativité des mots, puisque maintenant les mots existent, on peut mettre des mots, c'est important les mots, sur des actes. Et on va nommer, classifier toute la sexualité non procréative, et c'est un moment extrêmement important, notamment pour les patients, puisque les patients vont lire Krafft Ebing notamment, ils vont lire Binet, pas pour le QI, ils vont lire ces médecins et ces auteurs, ils vont se réapproprier ce discours médical. Ce modèle médical va donc atténuer d'une certaine manière le sentiment de culpabilité. Ils sont malades. Ils sont malades, c'est pas de leur faute, c'est écrit. Et il va y avoir là une forme de dialogue, une forme de coopération avec ce monde médical, et donc une forme de reconnaissance de leurs désirs et de leur comportement, première expression de soi vers l'extérieur. On peut parler à cet instant-là du premier forum pour des voix qui jusque-là étaient réduites au silence. Alors je vous l'ai dit, qui dit maladie dit évidemment que ça peut se soigner, et donc un arsenal thérapeutique va voir le jour fin 19e et tout au long du 20e siècle, que ce soit la castration, l'ablation du clitoris pour les lesbiennes, les thérapies de conversion, de reconversion, vous les connaissez, on vient justement de voter une loi contre ces thérapies de conversion. Et vous le savez aussi qu'il faudra attendre très longtemps pour retirer l'homosexualité, notamment du DSM et à l'OMS. Alors, je prendrai un exemple intéressant pour rester en Belgique de Georges Eekhout. Alors, Georges Eekhout, c'est un des grands écrivains belges de l'époque. Il est homosexuel, il va écrire un ouvrage, Escalvigor,
Dans cet ouvrage, il raconte l'histoire d'amour entre un aristocrate flamand et un jeune fermier. Alors, vous en faites pas, l'histoire finit bien, ils meurent tous les deux à la fin, donc la morale est sauve d'une certaine manière pour l'époque. Néanmoins, Georges Écotte va être poursuivi en justice au tribunal de Bruges pour avoir écrit Escale Vigor, non pas parce qu'il est homosexuel, mais pour immoralité. C'est aussi extrêmement intéressant, c'est quelques années après Oscar Wilde. Une pétition va soutenir Écotte, Zola va soutenir Écotte, mais il n'aura pas soutenu Oscar Wilde. Enfin, ça c'est pour moi ça. Bref, ce que je voulais dire avec Écotte, c'est que Écotte va... Ce qui est intéressant avec des individus pareils, c'est qu'on peut faire leur histoire plus facilement. Il a laissé sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, vous avez tous les ouvrages de Krafft Ebing. Vous avez tous les ouvrages à l'époque de ces médecins, de ces psychiatres, qui parlent de ces maladies, de l'homosexualité. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir ces lectures et de comprendre en fait ce lien véritablement entre homosexualité et médecine, puisque les fameux pervers, ils lisent et ils luttent ainsi contre la honte et la culpabilité. Et donc, le lien est évidemment facile à faire, et je regarde essentiellement Charlotte avec 120 battements, le film que j'espère vous avez vu, mais toute la question du sida, où justement les malades, l'interaction entre médecins et pervers ou malades, etc., est extrêmement forte. On l'a vu avec la question de l'homosexualité, avec la question du sida, ou avec la question trans. C'est quelque chose d'extrêmement important à souligner. Je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que j'ai fait le début là en fait. Ah bah. Je vais quand même vous passer Freud, je crois que vous connaissez, donc voilà, il ne parlera pas de maladie en parlant d'homosexualité, de phase peut-être immature ou autre, 1905, enfin j'imagine que tout ça, vous connaissez bien mieux que moi avec cette révolution freudienne dans l'histoire de la sexualité et de l'homosexualité. Alors on peut discuter pour les femmes, puisque vous savez que quand on parle de Freud, souvent on parle d'excision douce, puisque le clitoris n'est pas la base même du plaisir, et même s'il est à la base du plaisir, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on est vraiment immature, ce qui ne va pas arranger les lesbiennes, et j'imagine aussi la plupart des hétérosexuels, et il mettra le tout dans le vaginal, à la différence d'une autre révolution, et là je fais des bonds dans le temps, 1948, avec Kinsey. Kinsey qui est tout dans le statistique, hein, vous voyez, c'est assez intéressant qu'il c'était un zoologue et qui s'occupait des abeilles. On y revient toujours aux abeilles qui butinent quand même. Il était zoologue et il va se lancer véritablement dans des grandes enquêtes sur la sexualité des Américains, 1948 pour les hommes, 1954 pour les femmes. Ce qui est passionnant dans ces enquêtes, c'est qu'en fait, tout à coup, ces livres n'ont rien de passionnant, hein, pourtant c'est un best-seller, c'est des graphiques, mais ça va se vendre comme des petits pains, puisque tout à coup, en fait, en lisant ce livre, vous voyez la sexualité de votre voisin, pour pas dire la vôtre évidemment, mais le voisin, et donc vous vous rendez compte que le voisin, ben, il se masturbe, il adore la sodomie, il adore la fellation, etc., etc., etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Kinsey, alors on peut dire qu'il a peut-être un peu joué sur certains chiffres, mais Kinsey va montrer que l'homosexualité existe aux États-Unis, il va pouvoir même la quantifier, et donc tout à coup, elle existe, elle est là, elle est dans les chiffres. Donc c'est une révolution majeure, l'arrivée de Kinsey, on l'oublie souvent, essentiellement pour les hommes, mais néanmoins, voilà. Alors Kinsey va par contre mesurer le plaisir sur l'orgasme. On peut aussi discuter de cela, bien évidemment. Seul l'orgasme compte pour mesurer le plaisir, et Kinsey, lui, va mettre le tout dans le clitoris plutôt que dans le plaisir vaginal pour les femmes. Mais c'est des révolutions extrêmement importantes. Et les ouvrages de Kinsey sont, pour beaucoup d'homosexuels, un véritable message de délivrance. Voilà, je m'arrête là pour la médecine, ou en tout cas pour la statistique médicale, et pour les pervers, même si, évidemment, je crois que c'était en 68, hein, que un des slogans de 68, c'était « Inventons de nouvelles perversités sexuelles hein, », c'était joyeux, en fait. Pour arriver au temps de la justice. Au temps de la justice, vous connaissez sans doute tous
évidemment le fameux procès d'Oscar Wilde, condamné à 2 ans d'emprisonnement, de travaux forcés pour homosexualité, puisque en Angleterre, la criminalisation j'y suis, de l'homosexualité existe. À la différence d'autres pays, alors on peut se dire que c'est peut-être plus dans les pays protestants, mais en tout cas en Belgique, la criminalisation, je le dis toujours, de l'homosexualité n'existe pas. Je crois qu'il faut le souligner, ce qui est un vrai problème pour moi comme historienne. Je n'ai pas de source. Je rêverais d'avoir des procès pour homosexualité, pour avoir des sources, mais évidemment, du coup, elles n'existent pas. Mais bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de criminalisation de l'homosexualité en Belgique. On n'a pas de fameux procès style Oscar Wilde. Par contre, on a d'autres choses. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas... on va quand même poursuivre Georges Écoute pour immoralité. Voilà, il existe évidemment d'autres manières de poursuivre les homosexuels, mais néanmoins, c'est quelque chose à souligner. Une des choses à souligner, c'est l'article 372 bis, une loi de protection de la jeunesse, qui va voir le jour en 1965 en Belgique, donc c'est assez récent dans cette longue histoire. 1965, l'article 372 bis, qui est en fait une loi sur la protection de la jeunesse, et qui fait passer la majorité sexuelle pour les homosexuels à 18 ans, pour les hétérosexuels à 16 ans. Donc cette différence marquée dans la loi qui va marquer véritablement tout le mouvement, le jeune mouvement homosexuel. Vous le voyez, hein, les manifestations vont tourner bien avant le mariage autour de cette discrimination entre homosexuels et hétérosexuels. Alors tout est basé sur la théorie de la séduction. On est persuadé à l'époque, évidemment, que les homosexuels ont une force de séduction peut-être bien plus importante et qu'il est extrêmement dangereux pour des adolescents de rencontrer des homosexuels de 2 ans ou 3 ans de plus qu'eux. Et donc, c'est vraiment la théorie de la séduction qui est à la base même de la loi et de nombreux donc, psychologues qui sont à la base aussi de cette loi. Suzanne Daniel... Je passe, en essayant de faire cette histoire. Suzanne Daniel et l'homophilie, c'est donc une femme. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une femme qui va véritablement être à la base du mouvement homophile qui va naître en Belgique en 1953. Donc, premier moment clé dans l'histoire de l'homosexualité organisée, c'est 1953 en Belgique, avec la création d'un centre culturel belge, le CCB, un centre bilingue à l'époque, où on se réunit. Alors c'est une femme qui va le créer, une lesbienne qui va le créer, mais c'est un premier mouvement structuré homophile, qui se dit pas homosexuel, fondé sur ce qui se fait en France. La comparaison avec Arcadie est extrêmement forte, et ce premier mouvement structuré ne se bat pas pour des droits, mais se bat pour la respectabilité. Ce qui compte, c'est être respecté. C'est un mouvement mixte, même si Suzanne Daniel va très vite être évincée et quitter ce mouvement. Mais c'est déjà intéressant de se dire que la première création d'un mouvement homosexuel en Belgique, c'est une femme qui va être à sa tête. Donc, les homosexuels cherchent des espaces de rencontre, mais surtout de loisirs et de respectabilité. C'est déjà tout à fait passionnant en 1953. Arrive évidemment 1968, avec cette perversité, inventons de nouvelles perversités. 68, mouvement clé pour les femmes et pour les homosexuels, surtout dans l'après-68. Avec en France la création du phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Alors en Belgique, comme toujours, on veut faire la même chose, mais on va changer de lettre, et ce n'est plus le F, mais c'est le M pour le mouvement homosexuel d'action révolutionnaire. Et c'est la véritable naissance, là, d'un militantisme LGBTQI, on disait toujours homosexuel à l'époque, face à ce douloureux problème. Et vous voyez donc dans la photo du dessus, nous sommes devant la salle Pleyel à Paris, où Ménie Grégoire enregistre une émission sur ce douloureux problème qu'est l'homosexualité, avec un psychiatre et un prêtre notamment. Et vous avez une manifestation dans la salle Pleyel, en plein direct sur RTL, en plein direct,
très vite RTL va couper quand même l'émission en disant que ce n'est pas un douloureux problème. Ce qui est intéressant dans cette photo, plutôt rare, c'est que vous voyez en fait que ce sont énormément de femmes. Ce sont énormément de femmes qui sont à la tête et qui vont constituer le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le premier mouvement militant homosexuel en France. Ce sont là à nouveau des femmes lesbiennes qui vont jouer ce rôle. Quand on arrive en ville, c'était facile, évidemment, puisqu'on en reparle beaucoup de cette comédie musicale. Quand on arrive en ville, c'est ça aussi, c'est une histoire urbaine, essentiellement. On quitte les campagnes ou la province et on monte en ville, la plupart du temps, lorsqu'on est homosexuel. L'homosexualité se vit mieux en ville. Et ce qui est intéressant, en plus, quand on arrive en ville, c'est que c'est une des premières visions plutôt positive d'un homosexuel. Si vous revoyez la chanson, si vous l'écoutez, il n'y a rien de doloriste ni de dramatique dans cette histoire. Il y a aussi une fierté qui sort de cela. Le temps des pingouines, le temps des lesbiennes, avec cette fameuse chanson de Juliette Gréco. Hein, on voit beaucoup de pingouins, mais beaucoup moins de pingouines. C'était une des manières de Juliette Gréco de parler et de chanter de l'homosexualité. Le temps des lesbiennes, on a déjà parlé d'une autrice célèbre qui a aussi dit que les lesbiennes n'étaient pas des femmes, mais que les lesbiennes étaient des fugitives dans l'histoire. C'est qu'on ne les trouve pas. Il est extrêmement difficile de trouver les lesbiennes. Elles ont la double invisibilisation. Hein. Chez les féministes, elles sont vues comme LGBT d'une certaine manière, elles sont vues comme homosexuelles. Et dans le mouvement LGBT, elles sont vues comme femmes. Et on le sait, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais le mouvement LGBT, c'est souvent la lettre G qui sort, qui discute avec le pouvoir politique et autres. Donc Monique Wittig va questionner ces fameuses fugitives et surtout Monique Wittig, qui est une des fondatrices aussi du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes. Monique Wittig qui partira par la suite aux États-Unis, notamment à Berkeley, hein, on ne le dit pas, dont vous allez certainement beaucoup entendre parler dans les semaines qui viennent maintenant, puisqu'en 2023, c'est le 20e anniversaire de son décès, et qu'il y a beaucoup de colloques et d'organisations, puisque la pensée de Wittig avait été oubliée, et tout à coup, elle revient comme ça devant nous. Et Monique Wittig, Charlotte l'a déjà dit, va questionner la puissance hétérosexuelle, le pouvoir hétérosexuel, cette domination. Quand je pose le terme hétérosexualité, je me trouve en face d'un objet non existant, en fétiche, une forme idéologique massive qu'on ne peut pas saisir dans sa réalité, sauf dans ses effets, et dont l'existence réside dans l'esprit des gens d'une façon qui affecte leur vie tout entière, la façon dont ils agissent, la manière de bouger, leur mode de pensée. Donc elle va véritablement questionner l'hétérosexualité, et ça rappelle peut-être des mouvements assez récents, militants, notamment dans le sud de la France, qui sortent en rue et qui font des sondages et qui demandent aux personnes qu'elles rencontrent depuis quand êtes-vous hétérosexuel, est-ce que ça a été difficile de l'annoncer à vos parents, comment le vit votre entourage, et ces questions-là, c'est voilà, le coming out hétéro, ça veut dire quoi être hétéro, et je crois que Monique Wittig pose déjà en fait ces questions il y a bien longtemps, au début des années 70. Le temps des peurs, le temps des psys, j'espère peut-être dans l'article pouvoir être plus longue sur ce passage-là, mais il existe toute une vulgate psy qui, alors je pense au Marabout ou d'autres ouvrages, qui vont tenter de comprendre l'homosexualité, mais surtout de questionner pourquoi on devient homo. Et quels sont les stades? Alors notamment l'encyclopédie de la sexualité, hein, je vous conseille l'encyclopédie de la sexualité. Pour les garçons, c'est très facile, vous passez de la masturbation à l'homosexualité, à la prostitution, et enfin, tout va bien, vous vous mariez. Hétéro, évidemment. Voilà, je caricature même pas, hein. C'est ce qu'on met en avant à l'époque, et donc on essaye de comprendre dans ces ouvrages pourquoi devient-on homo. Ça les passionne beaucoup plus que la question dont on se pose peut-être plus aujourd'hui, comment vivre son homosexualité ou tout simplement sa sexualité. Donc ce temps des peurs va durer assez longtemps. Nombre d'ouvrages et ce discours psy, mais de vulgate psy, qui se répand dans la société, ne fait rien, enfin est teinté évidemment, enfin plus que teinté d'homophobie, et ne fait rien pour l'enlever.
Alors le temps du politique, bon, on l'a déjà vu avec le phare ou le MAR et tous ces mouvements militants, révolutionnaires. C'est aussi le temps des insultes. Alors, quelques-unes, vous les connaissez, et Charlotte en a déjà parlé, hein, Gwyn, PD, cuir, inverti, lesbienne, ont été des insultes, et certaines d'entre elles ont été récupérées, où le stigmate on se le réapproprie, et je crois que c'est quelque chose de tout à fait fascinant. On l'avait déjà vu avec Césaire, il n'était pas seul, et Sangor, Césaire et Sangor par rapport au mot nègre et négritude. Le mot féministe était une insulte au XIXe siècle, a été récupéré par les femmes féministes, ou les hommes féministes d'ailleurs, et vous avez la même chose ici, avec ces mots qui deviennent évidemment des... On passe de la honte à la fierté, hein, on passe de l'ombre à la lumière avec ces mots, et les mots, vous le savez, ont leur importance, le poids des mots et le choc des photos. Donc ces mots qui vont jouer un rôle déterminant, et le mot cuir, qui est très à la mode, et Charlotte en a parlé tout à l'heure, c'est un peu... il faut un peu le bordel, un peu, hein, c'est un peu le bazar, le mot cuir, tout peut se mettre dedans. Alors il peut être intéressant, moi je crois qu'il peut aussi quelquefois être dangereux, car il invisibilise aussi des identités, et notamment une lettre en particulier, c'est la lettre L, qui est souvent invisibilisée, déjà pourtant elle est première, hein, LGBTQI, la lettre L est souvent invisibilisée dans le mouvement, et pourtant la question cuir évidemment va invisibiliser encore plus d'une certaine manière. Donc c'est un des dangers, peut-être le seul, mais enfin c'est un des dangers pour moi de la cuirisation notamment. Là aussi, Charlotte en parlerait beaucoup mieux que moi. Je crois qu'on ne peut pas parler de l'histoire de la communauté LGBTQI sans parler du temps du sida. Beaucoup de choses à en dire, enfin, il y aura des colloques entiers, dire seulement deux choses sur, je ne vais pas dire les aspects positifs, mais ce temps du sida, premièrement, en autre militantisme, là c'est une question de survie maintenant, il faut sortir, il faut descendre en rue, il faut arriver en ville, il faut marcher dehors, et il faut s'exprimer, ça c'est la première chose. On s'exprime hommes et femmes, alors là aussi les lesbiennes vont être militantes dans le mouvement contre le sida, alors qu'elles sont évidemment beaucoup moins touchées par la maladie. C'est aussi un moment qui a permis à nos sociétés de parler de sexualité. Les années fin 80, début 90, tout à coup, même la presse, à part la Libre Belgique d'ailleurs, qui a refusé certaines choses, mais montrait les fameuses BD, enfin les pictogrammes, pour montrer ce qu'était en cunilingus, ce qu'était une fellation. Voilà, on voyait pour la première fois, même si c'était des pictos très peu réalistes d'ailleurs, mais enfin, on montrait ce qu'était la sexualité, parce qu'il fallait parler de sexe. Là, c'était une question de survie, et on parle tellement de sexe qu'on va même parler de préservatif, puisque c'est grâce, à cause du sida, que nous pouvons acheter des préservatifs, des capotes en dehors des pharmacies. Ça a été une des forces aussi de ce moment, et c'est un militantisme aussi qui va engendrer par la suite d'autres luttes pour les droits, notamment le mariage. Hein. La communauté n'a pas été tout entière derrière ce fameux mariage, les lesbiennes étant beaucoup moins en fait pro-mariage à l'époque, mais c'est aussi évidemment parce que le sida il tue des couples, et donc aussi tout à coup la famille reprend tout, vous n'êtes plus rien alors que vous avez vécu avec quelqu'un pendant des dizaines d'années, il n'y a pas possible d'héritage, etc., etc., etc. Et donc va naître de plus en plus l'idée du Pax en France notamment, mais aussi du mariage en Belgique. Le temps de la question trans, alors c'est pas des temps qui se chevauchent hein, dans mon esprit, mais enfin le temps c'est facile quand on est historienne. Avec cet ouvrage peut-être très peu connu que j'ai ici, de Daniel van Oosterwijk, qui explique naître en 1951 et qu'il était une petite fille qui s'appelle Danielle, et qu'il écoute son institutrice lui enseigner que c'est le bon Dieu, créateur de toutes choses, qui assemble les âmes et les corps, des bébés qui viennent au monde, et brusquement la terrible vérité lui apparaît pour elle, il s'est trompé, le bon Dieu.
Et puis Daniel va se faire opérer à Londres. C'est aussi intéressant hein, de dire qu'aujourd'hui on vit en Belgique, mais là on allait à Londres et va vivre une transition qu'il écrira dans cet ouvrage. En fait, on connaît peu, mais c'est un des premiers trans de l'histoire belge. Il y en a eu évidemment d'autres. Vous les connaissez très certainement. On en a fait des films hein, de Lily Elbe ou de Christine Jurgensen. Mais bon, voilà, je passe. Mais souvent, quand on parle d'histoire trans, on parle aussi d'individus. Et c'est des exemples que l'on donne. Mais cette question trans, c'est aussi une révolution dans la pensée. Je crois que Charlotte en l'a dit beaucoup. Hein, on est tous passés par cette table d'opération performative. C'est une fille, c'est un garçon. C'est ce qu'écrit Paul B. Preciado. Voilà, qu'est-ce que ça signifie quand on attend un enfant de savoir que c'est un garçon ou une fille, et d'autant plus depuis que l'échographie existe. Et de cette assignation de naissance découlent des implicites en termes de sexualité, de rôle de genre et bien évidemment de sexe. Mais je crois que Charlotte en avait dit beaucoup de choses. Tant de législation pour la question trans, qui ont beaucoup remis en question évidemment les experts et les psys, notamment les psychiatres. J'en arrive au temps des identités. On parlait de cuir tout à l'heure. Si vous vous baladez à la Pride, ce que je vous souhaite peut-être, et que vous allez dans des stands où on vend les drapeaux de la Pride aujourd'hui, vous pouvez faire un quiz, parce qu'on s'en sort pas toujours, y compris au sein de la communauté, pour retrouver évidemment ces identités. La question du on n'est plus LGBTQI, voilà, c'est en train d'exploser et c'est le temps des identités de se nommer. On revient toujours à mettre des mots sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit. C'est le temps des identités. Bref, je vais bientôt conclure. J'ai essayé, je l'espère, de vous montrer l'importance de l'histoire du mouvement LGBT et la nécessité de s'approprier ou de se réapproprier un discours historique. Une histoire de liberté, une histoire de corps, une histoire de chair, aussi une histoire souvent trop doloriste. L'histoire de la communauté LGBT est aussi faite de lutte, de fêtes, d'amour, de plaisir, de sociabilité et de sexe, hein, il faut bien aussi le dire, et donc de plaisir. C'est aussi encore une histoire très blanche et très wasp. On l'a dit déjà tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur l'intersectionnalité. Et j'en ai peu parlé, mais c'est aussi le refuge de la culture, on a peu parlé de ça, mais je ne dois pas vous citer, enfin je sais pas, moi je pourrais faire Cocteau et Jean Marais déjà, mais enfin on pourrait en faire des centaines, sur la niche qu'a été la culture pour de nombreux gays, lesbiennes notamment. Et je vais finir par ça, mais là je vais peut-être appeler, voilà, Natacha ma sauveuse. Nous sommes en 61, Eurovision, le gagnant de l'Eurovision. Vous allez l'écouter et je merci déjà pour votre attention. Bien avant l'année internationale. Les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est des amoureux. Sonner
pour nous, et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous.